cette table ronde essaie de commencer à parler d'un chantier qui s'ouvre pour nous, qui est de se poser la question de qu'est-ce que c'est qu'une expérience dans le champ artistique et culturel. Autrement dit, qu'est-ce qu'on en a à fiche de l'art et de la culture, à part de la consommation ou de la distinction, hein? Quand est-ce que ça fabrique de l'expérience? Quand est-ce que ça fabrique quelque chose de vécu? Quand est-ce que, pour faire dans le classique, hein, quand est-ce que ça part de la vie pour retourner à la vie? Voilà. Donc c'est un chantier qu'on commence parce que tout le monde intuitivement voit bien que ça dit quelque chose, ça. Mais pratiquement, quand on essaie de l'interroger, c'est pas si simple que ça. Donc, ce n'est pas un chantier abouti qu'on partage avec vous. C'est le démarrage d'un questionnement. On va commencer par vous lire 2 ou 3 textes dont on pense que ces textes font trace d'une expérience qui a eu lieu pour celui qui les a écrits. Celui ou celle qui a écrit le texte. Ensuite, quelques témoignages de personnes qui vont parler de leur propre expérience, leur propre angle d'attaque. Ça peut être une expérience d'écriture, une expérience d'apprentissage de la langue, une expérience à chacun de voir, hein, politique, sociale, humaine, etc. Ensuite, un deuxième petit set de lecture, et puis à nouveau 3 autres personnes. Et on va essayer de tenir ça dans les 45 minutes. Voilà. Très ambitieux. C'est moi qui commence la lecture, Norbert. Oh. Oui, ça marche. Ah oui. Oui, c'est ça. Le micro marche. 8h45. Le monde est grand. Les routes sont longues. Mais il n'y a que les pas qui comptent. C'est comme Hervé qui nous explique tout comment il faut faire notre texte du soir. 8h50. Je regarde les pieds de la table qui forment un A. Tout le monde est tranquille et fait son travail du soir. 9h10. Je me demande ce qu'ils ont fait du clou planté dans le mur crépé en ciment. Pourtant, ça doit servir à quelque chose. 9h15. Ceux qui vivent dans l'univers ont l'espoir de garder leur silence. Je me suis réveillée et j'ai réveillé avec moi « Allez, lève-toi ». J'ai parti vers mon frère et le mot, il est sorti « Allez, lève-toi ». Mon frère, il se lève avec le mot « D'accord ». Ma mère, elle a préparé le petit déjeuner. Elle se prépare pour sortir. Enfin, elle est sortie, puis le mot « Venez pour manger, allez les enfants ». Ma sœur, elle se réveille. « Non, non, Loubna, viens ici ». Et moi, j'ai sorti le mot « D'accord, j'arrive ». J'ai pas sorti normal, je suis le mot « Reviens pas ». J'ai rentré dans la bouche à ma mère et j'ai ressorti dans mon frère. Mon frère est parti à l'école et je me suis changée. Le mot par les lettres de l'alphabet. A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M. Puis la maîtresse, elle lui a demandé de réciter l'alphabet. Puis j'ai sorti de la bouche. Il a eu 20 sur 20 en composition d'alphabet. Après, elle lui a demandé de réciter la poésie de Léo, le petit chat. J'ai rentré dans sa bouche et été en premier le mot Léo, le petit chat qui mange des rats sur le toit en jetant les pieds de rat. Il a eu une bonne note et j'ai parti vers la classe de ma grande sœur. Je l'avais trouvée en panne. Elle était en train de réciter une poésie qui s'appelle La truite. J'étais en premier le mot « J'ai rencontré un truite qui mange des frites sur le bateau comme un gâteau. » J'ai rencontré une truite qui mange des frites sur le bateau comme un gâteau. Elle avait eu une bonne note aussi. J'ai continué mes aventures chez ma grand-mère. Elle était très malade. Tous ces mots, ils sont en panne. Ils ne peuvent pas sortir de sa bouche. Je suis maintenant une phrase qui s'appelle « Ouvre ta bouche si tu es un vrai homme ». J'ai rentré et il y avait un homme qui est rentré pour voler des choses qui sont chères et pas lourdes. J'ai sorti de sa bouche, puis l'homme a ouvert sa bouche et j'ai rentré avec le mot « Merci madame ». Au revoir. J'ai parti à l'école, j'ai trouvé ma maîtresse où je suis et j'ai rentré tout de suite dans la bouche de mon copain avec la phrase « Pardon ». Avec la phrase « Elle est malade » et j'ai ressorti. J'ai parti vers le dieu des mots. Je lui demande pourquoi je suis un mot. Il m'a dit
Trouve tes réponses toute seule, et pour trouver ta réponse, il faut que tu écrives une poésie, pas d'histoire. Il faut que tu commences par les frites et tu finis par les fruits. J'ai commencé la poésie. La banane est lune, la lune est étoile, l'étoile est soleil, le soleil est lumière, la lumière est cercle, le cercle est légume, les légumes est maison, la maison est coin, le coin est mur, les murs est fruits. J'ai fini d'écrire ma poésie et j'ai reparti chez le dieu des mots et je lui ai récité ma poésie. Il m'a dit « Tu es libre ». Après, je me suis réveillée de mon beau rêve et la poésie est sortie de ma bouche. Ensuite, ma sœur, elle continue de m'appeler « Loubna, Loubna ». J'ai parti vers elle et j'ai vu le dieu des mots à côté d'elle, les autres mots A, B, C, D, E, F, G, H et puis les mots Léo, le, petit, chat, qui, mange, des, rats, puis la truite. J'ai rencontré une truite qui mange des frites sur le bateau. Le bateau comme château et la poésie que j'ai écrite. La banane est lune, la lune est étoile, l'étoile est le soleil. Le soleil est lumière. La lumière son cercle, le cercle est légumes est maison, la maison est coin, les coins sont murs, les murs sont fruits. La poésie et l'alphabet, ils sont rentrés dans la bouche à mon frère et les mots de la poésie de truite, ils sont rentrés dans la bouche à ma sœur. Loupna. Expression indispensable, inutile, physique, 220 volts fusille mon corps. Stop, action, la boîte à musique continue sans moi. Voilà, donc ce premier petit échantillon de texte, dont on peut dire qu'il s'agit de traces de quelque chose qui s'est passé quand leurs auteurs ont écrit ces textes. Et on va maintenant parler peut-être un petit peu plus particulièrement de la question du rapport à la langue avec Zor, avec Mélissa et avec Anna. Peut-être Anna, si tu veux bien commencer et nous dire non pas tant qui tu es ou d'un point de vue biographique, je dirais que c'est pas très important, mais de dire un peu de quelle place tu parles, de quelqu'un qui écrit, de quelqu'un qui est arrivé de la langue italienne, de quelqu'un qui est militant associatif, de quelqu'un, peu importe, la place que tu veux, mais comme on disait dans les années 70, d'où tu parles. Ok. Je parle justement de la place de quelqu'un qui est venu en France et donc qui est venu avec une langue maternelle différente et qui a commencé à un moment donné à écrire. Donc de cette place-là, entre deux langues, et de la place de l'écriture et la création à travers l'écriture. Moi, je voulais juste porter mon témoignage par rapport à l'expérience que j'ai faite aux ateliers d'écriture à la boutique. Parce que il y a quelque chose qui s'est passé pour moi lors des ateliers qui a déterminé un inversement dans ma relation à la langue française. Moi, j'ai commencé les ateliers j'ai fréquenté les ateliers il y a plus de 10 ans. Et quand j'ai commencé, j'étais en France depuis 8 ans. Donc, je parlais français correctement, on va dire. J'utilisais le français dans mon quotidien pour le travail, mais pour moi, c'était la langue française pour l'écriture, c'est-à-dire pour créer quelque chose en écriture, était inaccessible parce que je ne maîtrisais pas la langue. Je considérais que pour écrire, il fallait maîtriser la langue. Donc, il y avait quelque chose qui n'était pas accessible pour moi. Et quand j'ai débarqué aux ateliers d'écriture, là, je me suis retrouvée dans un contexte où on me proposait d'écrire et ça devenait possible. Et donc, ce qui s'est joué pour moi dans ce contexte, ça a été vraiment une légitimation de l'écriture. Les ateliers m'ont permis de être légitime
à écrire. Donc il y a eu quelque chose une expérience émancipatrice pour moi dans la relation avec la langue. Et même, je pense que ça a vraiment, inversé ma relation avec la langue française, dans le sens que jusque-là, je pense que j'avais l'impression que je subissais la langue. Et là, tout d'un coup, dans cet espace, parce qu'on questionnait la langue, parce qu'on la mettait au travail, j'étais quelque part actrice de la langue. Je pouvais la travailler. Et je pouvais la travailler à partir de qui j'étais, c'est-à-dire à partir de mes faiblesses avec la langue. J'avais un vocabulaire qui était assez restreint. Voilà, je me sentais fragile. Mais à partir de cette fragilité-là, je pouvais la travailler à partir de ma sensibilité, à partir de mon imaginaire, donc à partir de celle que j'étais. Et la dimension collective aussi a été très, très importante parce que, justement, là, dans cet espace collectif où on venait pour créer quelque chose à travers la langue, tout le monde avait sa place, tout le monde avait accès à cette possibilité de créer quelque chose. Donc, la création littéraire n'était plus quelque chose d'élitiste, de réservé à des personnes qui avaient un certain niveau de la langue, mais ça devenait un parcours possible ouvert à tout le monde. Et pour moi, cette dimension collective a été ça m'a beaucoup portée. A été vraiment quelque chose qui m'a beaucoup soutenue dans mon parcours d'écriture, de création. Donc il y a eu, pour moi, l'expérience que j'ai vécue dans les ateliers d'écriture a été une expérience d'ouverture de possible. Quelque chose est devenu possible alors que jusque-là, soit par sensibilité personnelle, par par censure personnelle ou par rapport avec la langue, jusqu'à-là, c'était inaccessible pour moi. Là, quelque chose s'est ouvert. Et je pense aussi que dans cette ouverture-là, il y a eu aussi tous les chemins possibles qui étaient proposés au sein des ateliers, toutes les explorations possibles qui étaient pour moi une ouverture dans l'ouverture où, justement, la langue était questionnée à des endroits différents. Donc, il y avait vraiment une mise au travail qui, pour moi, a été vraiment un passage très important pour, après, mon parcours d'écriture. Voilà. Après, j'ai cheminé plus à l'extérieur des ateliers, seule, etc. Mais ce passage-là, pour moi, a été vraiment très important. Merci. Voilà. On va peut-être demander à Zor maintenant. Alors, Zor, qui fréquente la boutique d'écriture depuis fort longtemps aussi, et dans différentes dimensions. Donc, tu vas peut-être nous dire aussi les différentes places que tu as occupées et que tu occupes encore dans la boutique d'écriture, et à partir desquelles tu peux nous parler des expériences qu'elles ont produites, qu'est-ce qui s'est passé, avec qui, voilà. Bonjour à tous. Bon, je suis revenue en France en 2015. J'ai rencontré la boutique en 2016. Vraiment, j'ai la chance parce que je trouvais la boutique d'écriture, c'est deuxième famille pour moi et pour mes enfants. Et avec la boutique d'écriture, on a fait beaucoup de choses, comme le cours de français, 2 fois par semaine, avec Stéphane et avec Donali. Et j'ai fait aussi avec la boutique d'écriture le chant et le conte. J'ai fait beaucoup des activités. J'ai participé à le projet de livre à soir. La première année, j'étais comme un participant. La deuxième année, j'étais comme un bénévole. La boutique d'écriture aussi fait beaucoup d'activités pour les enfants, comme le soutien scolaire,
comme les sorties, le théâtre, cinéma. Aujourd'hui, grâce à la boutique, j'ai la confiance pour parler en français. J'ai maintenant un bagage. Aujourd'hui, je n'ai pas peur pour parler en français devant les gens. Parce qu'avant, j'ai peur. Et maintenant, j'ai la confiance de moi. Grâce à la boutique, aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses. La boutique d'écriture m'a donné l'espoir pour continuer. Et merci. Maintenant, je vais passer la parole à Mélissa. Alors, Mélissa, c'est encore une autre place, puisque c'est une place de formatrice en FLE. Et là aussi, de voir, nous avons demandé à Mélissa de dire comment, à cette place de formation, l'irruption d'ateliers artistiques dans une démarche de formation, quelle expérience ça constitue pour un formateur. Donc, bonjour à toutes et à tous. J'ai écrit un petit texte, j'ai essayé vraiment d'être le plus sincère possible, donc voilà, je vais vous le partager. Alors, je suis formatrice de français langue étrangère, de français langue d'intégration, de français langue d'intégration et d'insertion, de français à visée professionnelle, de français sur objectif spécifique. Bref, je suis arrivée à la boutique d'écriture avec mes grilles de niveau du cadre européen de référence pour les langues, les progressions pédagogiques des ateliers sociolinguistiques, le cadre didactique des parcours de l'OFI, donc avec mes objectifs pédagogiques bien ficelés comme ça. On remplit un formulaire CERFA, on découvre les valeurs de la République, on utilise la plateforme France Travail. On clique, on coche, on téléphone sans téléphoner, on cherche un emploi qu'on ne cherche pas, on s'entraîne à l'entretien d'embauche. Oui, vous devez attendre qu'on vous invite à vous asseoir avant de le faire. Voilà, mais tout ça, à la boutique d'écriture, on s'en fout un peu. Enfin non, mais disons que ce n'est pas ce qui compte le plus. À la boutique, on crée, on explore, on écrit, on chante, on vit, on rit, on se rencontre, on partage des expériences esthétiques et créatives avec, par et dans la langue. Mince, mais moi, je chante pas, j'écris pas. Je suis un peu perdue. Comme Najat, comme Alice, comme Esra, Omalara, Sarita, Phil et les autres, maintenant j'écris, je m'écris, je me dis à voix haute, comme je peux. J'écoute beaucoup, je chante, faux, mais je chante. À la boutique, on ne découpe pas la langue française en unités, on l'habite, elle tisse des liens et du partage. C'est un espace d'expression, un espace de création. Je crois que ça fait sens pour apprendre, c'est plus beau, c'est parfois poétique et plus mélodieux, et donc plus authentique. Mais du coup, est-ce que j'enseigne encore ? Ouais, je crois, mais autrement, ou pas les mêmes choses. Bref, parfois c'est un peu déconcertant. Je lis les expériences artistiques, les contextes et les différentes cultures des apprenantes et des apprenants à la didactique du français. Ce sont de belles portes d'entrée à explorer pour s'interroger, construire son rapport à la langue et à l'apprentissage. J'essaie de guider sans enfermer, de baliser sans figer. C'est pas facile. Parfois je m'y perds un peu, mais peut-être que c'est bien, justement. Je chante donc avec le groupe, et même si c'est faux, on s'égosille, et on est presque fiers de le faire ensemble. Les langues se lient, se délient, on se cherche, on se trouve, on se retrouve parfois tout emmêlés dans les consignes de Stéphane, qui nous invite à nous explorer, à nous dénouer, à se dire. J'observe ce risque joyeux de dire même de travers, et je le vis aussi. On écrit dans la confiance du groupe, avec nos mémoires, avec notre façon propre de faire surgir les mots. On n'écrit pas pour passer le DELF. Allez, utilise un subjonctif là, mets des connecteurs parce que ça donne des points. Non, c'est plus authentique. Et parfois même, on retient nos larmes. Pas à cause de la difficulté du subjonctif passé, non, mais à cause de ce qui se dit, grâce à ce qui se dit et se partage, grâce à ce que les autres partagent autour des tables bleues, à se dire debout. Parce que les grilles du CECRL ne tiennent pas la distance
face à Blessing qui écrit et raconte sa traversée, au nouvel amour de Liliane qui dégomme tous ses textes, aux mots bouleversants de force de Fatma, à Kaira, ses phrases bien à elle, son orthographe qu'on essaie ensemble de structurer. Ça déborde tout le temps du cadre pédagogique. Alors, comment ça s'évalue, ça? Comment ça se note? Ces puissances B1, ces souvenirs A2. Ça bouge, on s'ancre dans soi, dans les autres. On dit « je ». Elle dit « ici, c'est la famille ». Ici, j'oublie les problèmes. Et ça, humainement et pédagogiquement, c'est une belle aventure, c'est immense. Alors, ça chamboule. J'observe, j'écoute, je lis, je déconstruis, je m'accroche, j'adapte, je m'adapte, je me questionne, je tâtonne, je propose, je crée, j'apprends, comme eux, avec eux, d'eux, comme elle, avec elle et d'elle. Je jongle. Ça a plutôt l'air de marcher, pas toujours, mais plutôt souvent. Elle est là, mon expérience. J'ai accepté de tanguer, de douter, de penser des ponts, tâtonner ensemble, déconstruire et construire, pour agir avec tout ça. Alors, on va reprendre un petit temps de lecture, d'autres traces, après ces paroles et ces témoignages, et ensuite on passera à d'autres interventions. Norbert, c'est toi qui donne le top des lectures. Très humiliant. Non, mais c'est très personnel. Moi, Marceau, j'entends du monde les cris des enfants de ma ville. J'entends aussi les pleurs des hommes disparus au combat. J'entends Glavio des FAMAS qui se précipitent en Irak. J'entends les recommandations du professeur aux élèves et les 1000 conseils qu'a pu me donner ma famille et la voix de mes trisaïeuls qui me disent de ne pas baisser les bras. J'entends aussi les railleries qui sont dues au racisme et qui sont cause de guerre. J'écoute aussi les étoiles exploser ainsi que la voix de mon propre Dieu. Mais je refuse d'entendre la vilainie des hommes forts aux parias et la voix de la démence, les tacites qui génèrent la discorde, la faim et la soif, mais ce que je souhaite entendre. Les gazouillis des oiseaux, le chant des ruisseaux, le florissement des buldélias, des spartiums, ginsenium et des séniums, des roséas, des altéas. Car j'aime la nature et je veux la protéger jusqu'au jugement dernier. J'entends les doutes et toutes les questions que j'ai pu me poser depuis ma naissance, les sirènes des bateaux, les lumières aveuglantes des feux de la rampe. Ce sont mes hérésies et je souhaite les défendre. J'entends les molestations des parents qui violentent leurs chérubins par désobéissance. J'entends aussi l'imagination débordante d'un adolescent de 17 ans. Marceau. Toi et le singe. C'est à Dagabo. Les djembés retentissent depuis un bon moment. La douce voix de la chanteuse te parvient entre deux larcènes. Un nuage de poussière s'élève du battement des pieds des danseurs. Déjà, plusieurs personnes ont rejoint la piste et de ce fait, une chenille danse le singe. Le nuage s'épaissit. Toi et le brigand. Il t'invite à danser. Tu y vas. Comme tu as préalablement observé le pas de danse, au bout de 5 minutes, tu arrives à peu près à suivre le groupe. Pas longtemps plus tard, ton nez commence à saturer. Toi et la poussière. Il est plein. Ça te rappelle les journées d'atelier. Toi et les jambes. C'est bientôt de la compote. Tu te dis qu'il faut que tu te remettes au sport. Là, les djembés s'affolent, les danseurs aussi d'ailleurs. Tu vois le brigand partir en courant, effaré par ses excès de zèle. Tu le suis. Ma maman est dans un rêve et elle a rêvé d'être toute grande. Et mon papa, dans son rêve, il rêvait d'être aux eaux et un singe l'a transformé en énorme singe. Mon papa singe rentre dans le rêve de ma maman.
Ma maman croise mon papa singe et ma maman a vu mon papa tout petit et tout gros. Elle était étonnée de voir mon papa singe et tout petit et tout gros. Et mon papa singe était étonné de voir ma maman aussi grande. Et je me suis endormie dans le rêve de ma maman et de mon papa. Et moi, j'ai rêvé d'être dans un parc. Et je me suis transformée en cheval tout grand. Et j'ai été dans le rêve de ma maman et de mon papa singe. Et ils étaient étonnés de me voir si grande. Plume. Écrire, c'est comme dormir. Les paroles sont sans images. Quand la soif d'écriture nous prend, nous ne connaissons plus aucune limite. Nous vous souhaitons la bienvenue. L'univers est noir avec des éclairs qui transmettent notre énergie. Le rythme de la voix crache des voyelles. Les consonnes se rassemblent. C'est le commencement de la nouvelle vie. Nous vous donnons rendez-vous à jamais. Nathalie, Karine, Stéphanie, Fatima. On va passer maintenant à d'autres interventions, en commençant par Philippe, qui est en train de boire un coup, pour se mettre en condition. Et voilà, ben pareil, Philippe, si tu peux dire d'où tu parles. D'où je parle. Alors moi, je suis auteur de bande dessinée, je dessine sous le nom de Corcal, et je suis né à Montpellier. Et donc, dans les années 90, milieu des années 90, je suis allé voir la boutique d'écriture. J'avais vu ça sur un petit bout de papier, atelier d'écriture. Je n'avais pas d'idée particulière des ateliers d'écriture, si c'est des idées des ateliers américains, qui étaient plutôt des ateliers techniques. Enfin, ça ne m'attirait pas tellement. Et là, je suis arrivé un soir, c'était l'écrivain François Bon qui faisait des ateliers d'écriture à cette époque. J'entendais parfois à la radio, donc ça m'avait un petit peu attiré d'aller voir ça. Il y avait 5-6 personnes, ça faisait un comité un petit peu... un cénacle autour de lui, comme ça. Donc c'était un peu difficile de rentrer dedans, comme ça. Puis j'y suis allé. Et puis c'était tout à fait passionnant. Il y a eu un rapport tout d'un coup au texte, à la matière du texte. Il partait en général, François Bon, sur un auteur. Ça pouvait être une soirée consacrée à Kafka. Il nous disait des textes de Kafka. Puis après, on devait partir dans cette matière de Kafka et créer nous-mêmes des textes. Et ce qui était passionnant, c'est qu'on sentait chez lui... comme plus tard, après, je suis allé dans un autre atelier d'écriture qui était parallèle au sien, qui était un atelier d'Hervé Pekarsky. Et quand François Bon est parti, je crois, à la fin de l'année, j'ai continué à l'atelier d'écriture avec Hervé Pekarsky. Et là, c'était absolument passionnant. C'est-à-dire que c'est une expérience vraiment de, comme disait Anna, ça rejoint la même chose, de liberté à la fois dans l'écriture. Et en même temps, je crois que ce qui était très important de ces ateliers, c'est que l'écrivain mettait vraiment en jeu son travail dans l'atelier. C'est ça qui me paraît important. Ce n'était pas un écrivain qui venait animer des jeux d'écriture ou faire une sorte de pédagogie sur la littérature. La pédagogie, on en avait eu beaucoup à l'école. On avait appris à l'école à admirer des écrivains. On nous disait ce qu'avaient voulu faire les écrivains, comme s'ils le savaient eux-mêmes. Et là, on se rendait compte que chaque écrivain était une expérience intérieure particulière, personnelle, qui ne savaient pas même eux-mêmes où ils allaient tellement. Et donc, avec Hervé Pekarsky notamment, ou François Bon, on rentrait vraiment dans cette matière d'écriture avec des consignes extrêmement formel au départ, c'est-à-dire il y avait des je sais pas, je pourrais en citer quelques-unes, ça allait, par exemple, je me rappelle chez Pekarsky, vous laissez venir visuellement une phrase, vous laissez une phrase défiler, vous fermez les yeux et vous essayez de voir une phrase qui défile. Et quand vous voyez cette phrase, vous la notez, vous la refusez. Et vous attendez qu'une autre phrase passe comme ça. Et puis vous écrivez cette phrase. Et puis vous continuez avec une nouvelle phrase. Là, vous refusez cette phrase. Et puis vous prenez... Voilà. Donc on avait... chaque fois, c'était des consignes extrêmement formelles, très compliquées. Certains disaient, c'est pas possible de tenir la consigne. Il y avait des étudiants qui venaient je me souviens de Paul Valéry, qui était obsédé par la consigne et qui ne comprenait pas que certains lâchent la consigne. Enfin bon. Et en fait, tout ça débouchait sur des textes assez extraordinaires en général, qui se produisaient dans la soirée. Il y avait des ateliers jusqu'à 20-30 personnes, je me souviens, les grands soirs. Et alors, ce qui m'avait frappé aussi, c'était la pluralité, enfin, des gens qui étaient là. C'est-à-dire qu'il y avait à la fois des gens tout à fait jeunes, des anciens, des gens qui arrivaient je crois, de prison, enfin en semi-liberté, qui étaient accompagnés. Il y avait absolument un mélange complet, enfin total, de personnes venant de tous les univers. Ce qui était très intéressant aussi, c'était pas donc que des jeunes, c'était pas que des étudiants, ça venait de tous les milieux sociaux, voilà. Et ça se passait
donc à La Paillade, dans cette cité-là. Ça faisait un petit peu comme une petite île, comme ça, au milieu des grands immeubles, comme ça. Et il y a eu des soirées épiques. Et moi, je sais que mes premières expériences dans cet atelier m'ont paru absolument extraordinaires. J'avais l'impression qu'il y avait presque une utopie qui s'était réalisée, en fait, là-dedans. C'est-à-dire que des gens se réunissaient, venant de tous les milieux, ne se connaissant pas. Un écrivain impliquait son travail, ça c'était très important. Il n'avait pas des idées de petits jeux, il venait avec sa recherche sur laquelle il était en cours. Et il venait mettre en cause sa recherche par ses ateliers. Que ce soit François Bon qui l'intégrait à ses propres textes, parce qu'il s'intéressait à savoir comment les gens parlaient de l'aujourd'hui, du réel, ou Hervé Piekarski qui travaillait des consignes extrêmement formelles sur une poésie très tendue et qui recherchait comme ça aussi des matières de texte et qui travaillait et qui essayait de nous mettre dans son propre travail. Et je crois que c'est ça qui donnait un intérêt très fort à l'atelier, très chargé, le fait qu'il y ait une personne, on pourrait presque dire un maître qui était là, qui produisait quelque chose, et nous qui étions là, chacun à la fois pris dans le groupe, parce qu'on ne dira jamais assez comment travaille une énergie de groupe dans un atelier, parce que beaucoup de gens qui n'écrivent pas chez eux se mettent tout d'un coup à se déclencher, à écrire à ce moment-là. Et comment, après, il y avait ce temps de lecture qui se produisait, et comment, après, chacun, après cet effet de groupe et ce travail qui était mené par un écrivain, repartait chez lui avec sa propre problématique aussi d'écriture et pouvait continuer à écrire. Et je trouvais que c'était fantastique, parce que je me disais, mais quand on vit quelque chose comme ça, c'est tellement intéressant qu'on n'a plus envie de consommer, quoi. Donc il y a presque quelque chose de politique là-dedans, de très, très passionnant, et voilà. Et donc, je pense, d'ailleurs, bon, on pourra peut-être en reparler, mais ce qui a été dit, je trouvais de très intéressant sur, tout à l'heure, le groupe d'avant sur l'école de la deuxième chance. J'ai trouvé ça très intéressant. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être des différences politiques aussi avec ça, que peut-être l'école était plus une école d'intégration, alors que là, on est dans un registre vraiment, d'abord, où il y avait beaucoup plus de pluralité de gens. Ce n'était pas que des jeunes dans leur souffrance, dans leur recherche. Il y avait des gens qui venaient de tous les milieux. Et donc, il y avait quelque chose comment dire, de très révolutionnaire, en fait, là-dedans. Voilà. Il y avait quelque chose qui pouvait remettre en question le rapport qu'on a à la société, aux mots, et chacun avait son propre travail. Et j'ai compris qu'effectivement, chacun est porteur de cette énergie, d'un sens de l'art. L'art n'est pas quelque chose qu'il faut admirer, comme ça, qui est en l'air, qui est en haut, et dont on serait les spectateurs et les consommateurs. L'art doit être d'abord, pour bien rentrer, je pense, dedans, chacun doit se permettre d'aller y voir aussi, d'aller écrire, d'aller peindre, de faire des choses comme ça. Et c'est ce côté libérateur de la boutique qui est très important, je pense, voilà, et que je voulais dire et témoigner. Et voilà. Combien de temps il nous reste? On a commencé super en retard. Je m'appuie 5 minutes sur mon internet. On a commencé avec un quart d'heure de retard. Donc, on va aller vite avec Babette puis Stéphane. Babette, si on t'a demandé de venir, c'était entre autres ce qu'on avait discuté ensemble, parce que ça fait vraiment très, très, très longtemps que tu viens écrire à la boutique régulièrement. Et très clairement, tu as toujours dit que tu n'en avais rien à fiche de publier. Oui, c'est vrai. Donc voilà, c'était cette expérience-là. Qu'est-ce que c'est que d'avoir de l'écriture, une expérience qui est comme celle, je ne sais pas moi, d'aller faire son jogging le dimanche matin, ou peu importe quoi, mais d'une pratique de vie comme ça, régulière, et qui n'en a rien à foutre de l'espace de la littérature et de la publication. Voilà, tu as 2 minutes. J'ai 2 minutes. 3 peut-être. Mais je ne sais pas ce qu'il faut que je choisisse alors. Ouais. Je ne sais pas. Mais peut-être, je ne sais pas. Dimanche matin, avec Darmanin. Sur ça, là, je me suis minutée, j'ai 15 minutes. Ah non, c'est pas possible. Alors, je vais peut-être tout simplement... Laisse les papiers. Ouais, je laisse les papiers. Ouais. Bon, voilà. Je vais vous lire une proposition et un texte écrit avec cette proposition. Ça vous va? Oui. Alors, c'est un texte
du 9/1/2025, donc c'est très récent, en fait. Alors, je lis, c'est la proposition de Stéphane. Choisir un événement, un souvenir de 2 heures, 3 jours, 5 ans, 20 ans ou antécédent à votre vie, pas forcément spectaculaire, important pour vous, que vous n'avez pas a priori jamais raconté ou écrit à personne. Quand on a quelque chose en tête qu'on garde pour soi, le fait d'en parler à quelqu'un permet de démêler des fils, d'aborder la situation. Je vais vous demander de raconter ce souvenir non pas tel qu'il a été, mais tel qu'il pourrait être encore, en réouvrant tous les possibles. Racontez ce souvenir en essayant d'exploiter toutes les bifurcations qui se présentent à vous. La mise en écriture n'est pas une simple réitération de ce qui s'est passé. Le fait de le raconter à nouveau peut le faire compter autrement ou faire en sorte de raconter ce qui s'est passé. Le fait de le raconter à nouveau peut le faire compter autrement ou faire en sorte de raconter ce qui pourrait être encore. Décloisonner ce souvenir du passé pour qu'il devienne très très présent. Réouvrir les possibles. Exploiter les bifurcations. N'ayez pas peur d'abandonner la chronologie de l'événement. La chronologie initiale peut bouger. Et enfin, une consigne formelle, écriture au temps du présent. Si des temps du futur arrivent, laissez-les venir, mais pas de passé. Importance du récit dans notre monde comme une arme de pensée. Il faut ressentir, recomposer, renouer, refaire. Et voici ce petit texte que j'ai écrit, je vous le lis volontiers. Ça s'appelle, j'ai mis un titre, Les raies du trottoir. Les raies du trottoir. Les rayures. Ah, il ne faut pas marcher sur les raies du trottoir. Celui qui marche sur la raie, il a perdu. Celui qui marche sur la raie, il est mort. Au-dessus, il y a les platanes. En face, le magasin de Mademoiselle Gouret, la petite rue puis la gendarmerie. On retraverse. De nouveau le trottoir. Il y a plein de monde. Tous ceux qui marchent sur les raies, ils sont perdus. Oui, mais ils ne savent pas ce qu'on a dit. Alors ils ne seraient pas morts tout de suite. Il y en a plein qui marchent sur les raies. On ferme les yeux, on ne les regarde pas, ça ferait trop de morts sur le trottoir. Oui, mais si on ferme les yeux, on ne verra plus les raies et alors on va être mort par terre. Sur le trottoir, ça devient très compliqué. Maintenant, on arrive en face du café du Luxembourg. C'est bien, parce qu'il y a toujours le trottoir. Alors maintenant, il faut marcher sur les raies. Obligé. Le premier qui marche en dehors des raies, il est mort. La petite sœur pleure parce que d'une raie à l'autre, il faudrait qu'elle vole et elle ne veut pas mourir. Inspiré d'un cheminot, Vincenot, qui a créé ce train, Léo Ferré. Si on n'a plus de temps, ben, je ne sais pas. On enchaîne. Elle a un deuxième texte. Il y a un deuxième. Avec grand plaisir. Je vais prendre que 5 minutes après. Je vais prendre 10 minutes, je vais prendre 5 minutes. Ça va être Il y a Stéphane qui doit dire un mot. Le mot de Stéphane, on n'a pas entendu Babette sur le fait qu'elle... Oui, peut-être juste, ben, si tu peux quand même, à part le texte, nous dire juste ce que c'est, cette idée de cette pratique d'écriture régulière qui est, voilà, qui est comme ça, qui est en dehors de la littérature. Et pourquoi je ne m'en lasse pas? Ouais, Voilà. C'est ça, hein? ouais. Ben, je vais essayer de me résumer avec le souvenir de ce que j'ai écrit. La première chose, c'est qu'il y a un cadre qui est fixe et qui existe depuis toujours et qui est toujours le même. C'est-à-dire, la porte est ouverte, n'importe qui rentre. On reçoit, on est accueilli. Même si on ne parle pas français, c'est dommage, j'ai écrit mieux que ça, mais ça ne fait rien. Alors je résume. Et ce cadre-là, il est primordial.
Et ensuite, il y a tout un déroulé qui est toujours le même. Avec Piekarski, avec qui j'ai travaillé longtemps, et avec Stéphane, c'est toujours le même. Et ça, c'est très important que ça reste toujours là, cet accueil inconditionnel. C'est pas scolaire du tout. Ce que vous avez dit, vraiment, je partage complètement là. Et puis, la deuxième chose, c'est que pourquoi je reviens, c'est parce que non seulement ce cadre est là, il est toujours là, et il est primordial, mais chaque fois, c'est différent. Chaque fois, c'est différent. C'est pas une distribution de consignes. Chaque fois, il a très bien dit, les écrivains mettent leur travail en cause. Ils nous font participer et on travaille avec les autres arts, la peinture, l'architecture, la musique, avec Stéphane, beaucoup. Enfin, ça, c'est passionnant. Moi, ça m'a passionné. Et moi, j'étais prof de collège. Bon, j'étais prof. Donc, au début, j'y suis allée avec enthousiasme. J'écrivais rien du tout. Je voyais que tout le monde écrivait. Et puis moi, je pouvais pas écrire. Et un jour, Piekarski est arrivé derrière mon dos. Il m'a dit, jette-toi. Et puis, peu à peu, j'ai fini par lâcher mon petit professeur intérieur. Et puis, je commençais à nager un peu. J'écris toujours des textes assez courts, vous avez vu. Hein, voilà. Mais au début, j'ai écrit. Il y a eu un moment où il y a eu un petit déclic. J'ai accepté d'écrire un mot sans savoir quel serait le suivant. Et ça a été très important. Et voilà, je suis partie dans des textes un peu absurdes. Hein. J'en avais un, mais je ne le lirai pas. Tu nous le diras à l'apéro. Tu nous le diras à l'apéro. Tu feras un mot. Voilà, tant pis pour nous. Voilà. Un mot à Stéphane, et puis... Si on parle le prénom de la dernière lectrice, on n'a pas eu ton prénom. Toi. Ah, moi pardon, Norbert. Norbert, ça fait plaisir. Du coup, je vais être rapide. Hein. De toute façon, il y a beaucoup de choses qui ont été dites parce que j'anime les ateliers d'écriture à la boutique. Peut-être le dernier mot de Babette, quand Hervé t'avait dit « jette-toi », peut-être ça tient... moi, c'est peut-être le centre des ateliers que j'essaye d'animer, quoi. C'est-à-dire que au fond, c'est des ateliers d'écriture avec tout un tas de gens différents. Il n'y a que des gens, pour moi, voilà, où qu'ils soient et quels qu'ils soient. Et pour moi, l'écriture, c'est pas vraiment le but. L'idée, c'est vraiment de proposer une expérience. Alors qu'elle s'accroche à quelque chose de littéraire, qu'elle vienne de la philo, de la socio, de la musique. Il n'y a pas de hiérarchie culturelle là-dedans. Je peux aller piocher dans La Petite Maison dans la Prairie, dans Gaston Lagaffe, dans Colombo, dans ce que vous voulez, ou même dans un sujet d'actualité, peu importe. Peu importe. Et l'idée, c'est vraiment l'idée d'expérience au sens. Alors moi, l'idée d'expérience, je l'entends au sens étymologique. En latin, c'est experiri, c'est la traversée d'un danger. Alors bon, ça fait un peu flipper comme ça, hein. Mais moi, l'idée, c'est vraiment que je propose quelque chose et qu'on puisse se jeter. Alors dans une pratique, dans un mouvement, dans une activité, et quels que soient les moyens qu'on a pour écrire, pour articuler ce qui va sortir de cette expérience-là. Et l'idée que c'est un peu, alors c'est une métaphore, hein, mais c'est un peu l'idée, c'est un peu comme si on était sur la berge, et puis l'expérience, ça serait qu'on plonge dans le fleuve. Et à partir de ce moment-là, tout ce qu'on peut avoir dans ces placards, tous les savoirs qu'on peut avoir, il reste sur la berge. Et là, on devient, moi c'est ça mon utopie, parce que c'est une utopie, hein, ça marche quand ça marche comme ça peut. Et je pourrais dire que ça marche pas, ça rate plus ou moins bien, voilà. Et c'est-à-dire que pendant la pratique, pendant la traversée, on va se constituer, on va faire feu de tout bois, ça va réactiver des savoirs qu'on peut avoir, des réflexes. On va se constituer un savoir pragmatique, quoi. Pragmatique, qui fait qu'on ne sait pas où ça va aller, on ne sait pas ce qui va en sortir, quoi. Mais en tout cas, il y a quel qu'en soit le degré, il y a une transformation. Il y a une transformation. Et pour moi, c'est pour ça que j'ai choisi, en tant qu'écrivain, de mettre l'art où je fais ce geste de descendre, de mettre ma pratique artistique
dans l'éducation populaire. Pour moi, l'éducation, c'est une transformation par une pratique. Juste, les textes que nous avons lus sont des textes qui ont été écrits par des enfants, par des jeunes, par des adultes, dans des ateliers à la boutique, dans des ateliers à la PJJ, dans des ateliers au Mali, dans un échange de jeunes. Voilà. Donc là aussi, ça provient de conditions extrêmement différentes et de personnes extrêmement différentes. Voilà. Au Mali. À Dagabo.